Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler des interactions médicamenteuses. Car si les médicaments améliorent la vie ou la qualité de vie de nombreuses personnes, ils ne sont pas sans danger et certains mélanges peuvent être explosifs. Pour mieux nous renseigner sur les dangers des interactions médicamenteuses, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Barakat Khalil, membre fondateur du syndicat national des pharmaciens algériens agréés. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est quoi une interaction médicamenteuse? Alors, pour définir l'interaction médicamenteuse, il faut tout d'abord parler de la pharmacothérapie. Parce que la pharmacothérapie, elle connaît chaque jour, ou presque périodiquement, périodiquement, elle connaît des découvertes, c'est-à-dire de nouvelles molécules. Et il y a aussi les objectifs thérapeutiques. Ils sont de plus en plus stricts. C'est-à-dire on recherche à traiter presque tous les maux qui existent. Donc il y a une multitude de molécules, c'est-à-dire de médicaments. Alors, cette multitude, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Elle va provoquer la polymédication. C'est-à-dire le médecin, il est obligé maintenant de prescrire plusieurs médicaments sur une ordonnance. Oui, c'est ça. Alors, qui dit polymédication, donc on va le patient, il va être exposé au risque des interactions médicamenteuses. Alors, maintenant, la définition. L'interaction médicamenteuse, c'est quoi? C'est la modification de l'effet d'un médicament suite à la prise simultanée. Et je souligne bien simultanée. Bien. Très, très intéressant. Parce que l'interaction médicamenteuse, de par ce caractère de temps, elle peut être évitée. C'est-à-dire, on prend un médicament A avec, en même temps, un médicament B. D'accord. Alors, sur le plan clinique, l'interaction médicamenteuse, elle peut se manifester ou s'exprimer plutôt de plusieurs manières. Elle peut aller, il faut bien noter, elle peut aller de l'échec thérapeutique, c'est-à-dire l'inefficacité totale, jusqu'à l'engagement du pronostic vital. On va aller jusqu'à la mort. Oui, mais entre ces deux extrêmes, ça, j'ai cité les extrêmes, mais il y a des nuances. Par exemple, la diminution de l'effet. C'est-à-dire, un médicament, certes, il va agir, mais pas vraiment efficacement. Il y a aussi le risque des séquelles. Par exemple, je vais vous citer un exemple. Les AVK, les antivitamines K, c'est pour traiter les caillots de sang. Les caillots de sang. En association avec les ANS, comme l'aspirine, c'est tout banal, aspirine, antivitamine K, ça peut causer un AVC. Et là, c'est irréversible. Ah oui, hein? Bien sûr, un AVC, enfin... Non, c'est-à-dire c'est pas l'AVC qui est réversible, c'est-à-dire c'est à ce point, pourtant ce n'est que de l'aspirine. Oui, un petit cachet d'aspirine, oui. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. C'est-à-dire, avec le médicament, il faut être prudent. Oui, tout à fait. Il ne faut pas le prendre à la légère. Sa prise ne doit pas être prise vraiment à la légère. Et quels sont les médicaments quels sont les mécanismes des interactions médicamenteuses? Alors, pour les mécanismes, là, je vais un tout petit peu détailler, parce que le médicament, lors de sa prise, il va prendre un chemin de point A, c'est-à-dire la prise, c'est-à-dire prendre le médicament, jusqu'à la finalité, qui est l'effet thérapeutique voulu ou recherché. Alors, sur ce parcours-là, on peut trouver des interactions médicamenteuses. Je vais vous expliquer. Par exemple, lors de l'ingération, par exemple, d'un médicament, il y a une interaction médicamenteuse, disons, physico-chimique. On va pas y aller vraiment. C'est presque au niveau de l'estomac. C'est le problème, par exemple, des chélations. La formation de complexes insolubles. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la lévothyrox. C'est une hormone. Si on lui ajoute un médicament à base de calcium, ça va s'agréger.
Et donc, ça va pas agir du tout. Il va, c'est-à-dire le parcours du médicament, il va être en échec dès le début. Oui, tout à fait, c'est ça. Ensuite, il y a dans le système ADME, c'est l'absorption, distribution, métabolisme et élimination. Il y a un organe majeur dans le devenir de médicament, c'est le foie. C'est là que se passe le métabolisme. Là aussi, l'interaction médicamenteuse, elle peut survenir. C'est-à-dire, parce que le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il métabolise le médicament pour le préparer à l'élimination. Donc, le foie, il régule la concentration du médicament dans le sang. S'il y a une interaction médicamenteuse, parce que là, je vais vous citer le cas, par exemple, parce qu'il y a deux types. Il y a les inhibiteurs. Oui, tout à fait. Et il y a les inducteurs. Alors, les inducteurs, ils vont, par exemple, accentuer la fonction hépatique. Et c'est-à-dire métaboliser le maximum de médicaments, il y aura une diminution de l'effet. D'accord. Et les inducteurs, ça c'est les inducteurs, les inhibiteurs, c'est le contraire. Ils vont freiner l'activité hépatique et de ce fait, la concentration dans le sang, elle va augmenter et là, on risque la toxicité. Voilà, c'est ça. La toxicité, c'est... Je vais vous citer par exemple le cas des corticoïdes. C'est tout banal. Le corticoïde, il est inducteur. C'est-à-dire la prise simultanée d'un corticoïde avec un autre médicament, ça va engendrer une baisse de l'efficacité de l'autre médicament associé au corticoïde. Dans le cas contraire, les inhibiteurs, par exemple, on a l'érythromycine ou les antidépresseurs. Voilà, c'est ça. Les antidépresseurs, ils vont faire le contraire, c'est-à-dire augmenter la concentration du médicament associé à un antidépresseur. Et là, on aura le risque de toxicité. Vraiment c'est fatal. Hein. Ça, c'est dans le métabolisme. Il y a aussi dans le devenir du médicament, c'est-à-dire toujours le parcours que je viens de vous citer, la pharmacodynamique, c'est-à-dire l'effet final, c'est-à-dire sur le chemin, le parcours du médicament, il va être absorbé normalement. Les deux médicaments, ils vont être absorbés normalement, ils vont arriver à leur site d'action normalement, mais ils ont des effets finaux qui soient antagonistes, c'est-à-dire contraires. Il va bloquer l'un et l'autre, son effet, ou il va accentuer, c'est-à-dire... c'est ça. Voilà. Ça, en grande partie, c'est pas vraiment détaillé, mais c'est grosso modo les mécanismes d'interaction médicamenteuse. C'est-à-dire que vraiment, parfois, comme vous venez de dire, finalement, un simple aspirine, un simple peut-être Doliprane même, on connaît Doliprane peut-être Doliprane, moins. Doliprane, enfin, du paracétamol. Oui, c'est du paracétamol. Non, je veux dire la consommation excessive. Oui, tout à fait. Elle peut causer, peut aller jusqu'à des cirrhoses. C'est ça. Parce que le foie, il est sollicité quand on prend le médicament. C'est ça ce que les patients doivent savoir. Le foie, il est toujours impliqué. Oui. Donc, trop sollicité, c'est causer des dégâts. Voilà. C'est pour ça que, le paracétamol, l'aspirine, peut-être, c'est finalement des petites... des trucs qu'on peut banaliser, Et c'est là aussi, le risque de l'automédication, il s'impose. Et c'est exactement ça. Voilà, c'est un problème C'est majeur. un gros problème, il faut en parler. On rencontre tous les jours. Oui, parce que personnellement, je me vois mal aller chez le médecin lui dire est-ce que je peux prendre de la paracétamol ou bien de l'aspirine. C'est vrai. Mais c'est un tort. Pharmacien. Voilà. Là, c'est le pharmacien, il est dispo. Tout à fait. Son officine, elle est ouverte et son conseil, il est gratuit. Tout à fait, en principe. D'ailleurs, on va revenir sur le rôle du pharmacien en deuxième partie, si vous voulez bien. Et par rapport à l'association de prise de certains médicaments avec la phytothérapie, avec certaines tisanes, on se dit, c'est naturel, même si j'associe ça avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à certaines associations ? Il y a toujours un risque.
il y a toujours un risque d'interaction médicamenteuse. Et là, en l'occurrence, je vais vous citer 2 cas. Je vais vous citer le cas de la camomille. D'accord. Les tisanes à base de camomille. Babounj, qu'on appelle. Oui, c'est utilisé pour les migraines. Figurez-vous, si on utilise de la camomille avec les antivitamines K, quelqu'un qui est sous antivitamine K, risque de thrombose, c'est-à-dire il risque un caillot de sang, donc il utilise les antivitamines K, et il prend la camomille. Là, il y a un risque d'hémorragie, de saignement, de fort saignement. Prenons exemple aussi à base de réglisse, les tisanes à base de réglisse. On les utilise, et tout. Oui, on les utilise pour presque un pansement gastrique ou pour les douleurs gastriques. Là aussi, leur association avec les antihypertenseurs. Ah oui, c'est vrai, ça j'ai entendu parler, effectivement. Et là aussi, il y a un risque majeur d'interaction médicamenteuse. Donc, il faut être très prudent et il faut parler aux pharmaciens. Si on peut pas, on n'a pas le temps d'aller chez le médecin parce que la chaîne, il est beaucoup trop les prix et tout. Mieux vaut accéder directement à un pharmacien. Cette vocation du médicament, le médicament, je sais pas, les Algériens n'arrivent pas, je sais pas d'où ça vient, peut-être c'est de nous, les pharmaciens, mais ils n'ont pas cette foi dans leurs élites. Oui, je suis d'accord. Il y a une pharmacie à chaque coin de quartier. Je suis d'accord. On préfère partir, pour être honnête, on préfère partir chez un herboriste. Vous voyez. Alors que l'herboriste n'est pas un phytothérapeute, il n'a pas été formé. C'est un vendeur qui connaît certaines plantes et qui peut être très très dangereux d'associer certaines plantes. C'est des connaissances ancestrales, c'est-à-dire héritées de père en fils. C'est basé surtout sur l'expérience. Mais le pharmacien, il a été formé pendant 6 ans. Hein. C'est un cursus lourd. C'est pas aussi différent que la médecine. Hein. Tout à fait, bien 7 ans, 6 ans. Et encore, pour le médicament, c'est pas parce que je suis un pharmacien. Oui, bien sûr. Mais le professionnel du médicament, c'est le pharmacien. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est tout. Oui, c'est ça. Ouais. Mais peut-être, on a besoin aussi d'être rassuré et trouver les bonnes personnes qui nous renseignent. On voit toujours le pharmacien, la pharmacie, le médicament, comme ils sont là pour prendre l'argent. Ils sont là. Il y a des effets secondaires, alors qu'il faut savoir, il y a trop d'effets secondaires. Il faut savoir que même dans la phytothérapie, il y a des effets secondaires et des risques d'interaction. Donc, il faut être prudent aussi. Tout à fait, d'accord. Non, mais si vous citez la question de l'argent, vous savez, tout le monde travaille pour de l'argent, quand même. Oui. Si vous dites que le pharmacien, il n'est pas présent, et là, je vais vous le confirmer. Oui, il ne peut pas rester à l'officine tout le temps. Oui. C'est impossible. Mais, de par sa responsabilité, même ce personnel que les gens qualifient de vendeurs, le pharmacien, il a le bagage scientifique. Vous savez, j'ai pu maintenant vous donner certaines ficelles par rapport à certains médicaments. Tout à fait. D'accord. Oui. Le patient, il va connaître le cas par cas. C'est-à-dire, chacun vient voir son cas. Mais le vendeur, ou l'assistant, ou peut-être, il y a un projet de loi, je crois, la nouvelle loi sanitaire 1811, qui a été promulguée en 2018, elle parle de pharmacien assistant. De toute façon, le pharmacien assistant a toujours existé, c'est pas une invention. Oui. Mais on veut vraiment impliquer le pharmacien, je sais pas, peut-être pour absorber le chômage. Par rapport aux interactions médicamenteuses, quels sont les médicaments à haut risque? Alors, pour définir un médicament à haut risque, dans le cadre des interactions médicamenteuses, il faut prendre en compte la notion de l'index thérapeutique. L'index thérapeutique, c'est le rapport entre la dose toxique et la dose efficace. Alors, les médicaments à haut risque, c'est ceux qui représentent une fraction qui est proche de 1. C'est-à-dire, si on augmente, ne serait-ce, je ne sais pas,
quelques milligrammes ou quelques microgrammes, je ne sais pas, ça va basculer vers la toxicité directe, vers la dose toxique. Et là, il y a deux, de ce que je sais, il y a deux catégories, je crois, les psychotropes et les hormones. Parce que surtout les psychotropes. Pourquoi les psychotropes? Parce que l'apparition de la toxicité, elle est fulgurante. Elle s'exprime d'une expression massive. Elle apparaît beaucoup trop vite. C'est pour ça qu'on les considère comme des médicaments à haut risque. Mais je reste un peu perplexe quand je regarde le législateur. Je vais vous donner, enfin, ce n'est pas un scoop, mais c'est paru dans le journal officiel. Le premier journal officiel de 2020. D'accord. On a décrété un décret exécutif qui parle de la gestion administrative. C'est administratif, bien sûr. C'est de la paperasse, on va revenir aux années 70, on va revenir aux souches, les ordonnances à souches. D'accord, ok. Oui, c'est une contrainte. C'est une régression. Oui, c'est une régression. Il faut, ça m'intéresse pas maintenant, c'est parce que c'est un contexte médical, vraiment médical. Mais, l'État algérien, il dit des médicaments à propriété psychotrope. On doit dire psychotrope, tout court. Et pourquoi à propriété, c'est ça? Oui. Pourquoi jouer sur les mots? Voilà, jouer sur les mots, je sais pas, on va voir, parce qu'ils vont arrêter une liste des psychotropes. Je sais pas, est-ce que ils vont parce que l'Algérie, vous savez, elle a ratifié la convention de 1971 à l'ONU concernant les psychotropes. C'est une liste officielle. Internationale. Je sais pas, est-ce qu'ils vont la reprendre encore une fois, parce que c'est international, on peut pas vraiment être dans un monde à part. On est tenu par la respecter, mais quand on dit médicaments à propriété psychotrope, je reste un tout petit peu perplexe. D'accord, oui, ok. Et je peux même y voir de la mauvaise foi. Parce que si le pharmacien va se retrouver avec, je sais pas, 200, 300 produits, il va pas sortir de l'auberge, il va laisser tout tomber. Maintenant, il sera présent, parce que il sera présent, mais il sera présent pour écrire. Oui, c'est ça. Justement, même par rapport aux pharmaciens, pour revenir un petit court instant sur sur les pharmaciens qui conseillent. Par exemple, des fois, si on ne trouve pas notre médecin traitant et on hésite à prendre tel médicament avec tel médicament. Si notre médecin traitant, par exemple, il n'est pas disponible, on peut pas, on peut pas faire une chaîne d'1 heure pour aller consulter. Est-ce qu'un pharmacien peut se substituer en tant que médecin et est-ce qu'il peut nous renseigner? On ne peut pas dire se substituer. D'accord. Parce que chacun, et le médecin et le pharmacien, ce sont des praticiens de la santé à part entière. Différents. Et ne se substituent pas. D'accord. Chacun a ses missions. Le pharmacien, sa mission, je vous ai dit tout à l'heure, sa vocation, c'est le médicament. Donc, pour un conseil du médicament, il faut s'adresser au pharmacien. D'accord. Le pharmacien, il a le bagage nécessaire. Très bien. Mais c'est le contraire. Au contraire, il faut plus aller chez le pharmacien que chez le médecin. Bien sûr, quand il s'agit d'une question de médicament, question de diagnostic, c'est le médecin. C'est le médecin. Mais plus encore, même dans le cas des interactions médicamenteuses, le pharmacien, il peut anticiper l'interaction médicamenteuse. C'est ça. Voilà, il peut l'anticiper déjà quand il y a vraiment une contradiction majeure, une contradiction qui peut engager le pronostic vital. Prenons l'exemple des digitaliques et les bêta-bloquants. Les digitaliques comme la digoxine. Je sais que les confrères, tout à fait. Non, même les malades. Ah oui, ils doivent connaître. D'en prendre. D'ailleurs, elle est en rupture. Je dois signaler qu'elle est en rupture. La digoxine, elle est en rupture. Vraiment, les patients en souffrent vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Ça c'est un autre thème. Oui, tout à fait. Vraiment très. Je vous réinviterai pour parler justement des médicaments. Et les bêta-bloquants. Vous savez, ça peut engager le pronostic vital. Oui. Parce que la digoxine,
elle provoque une bradycardie. Les bêta-bloquants, les pronolol surtout, comme un ténor, comme l'avlocal cardile. Et ça peut provoquer une torsade de pointe. La torsade de pointe, c'est avant la crise cardiaque. Ah, oui, d'accord. C'est-à-dire le cœur, il va s'arrêter de battre, plutôt. Oui, voilà, c'est ça. Le pharmacien, ici, il va jouer son rôle. Je sais pas, je ne peux pas discréditer l'un ou l'autre. Mais je fais mon travail en tant que praticien de la santé. Je dois prévenir, je dois veiller à la santé publique du patient. Donc là, je peux carrément déprescrire. C'est-à-dire, non, tu prends pas ça avec ça. Oui, voilà, en fait. Et je dois, par respect déontologique, informer le médecin. De toute façon, ça, c'est un cas extrême. Oui, bien sûr. Je sais que ça va pas vraiment se produire. Oui. Mais il faut le citer quand même. Tout à fait, bien sûr. C'est des mises en situation. Et il y a aussi, il peut aussi anticiper, il va corriger la posologie. Oui, il peut la corriger. Et ajouter ou diminuer. Il peut aussi espacer la prise des médicaments. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'augmentin. C'est banal, c'est un antibiotique. C'est un antibiotique. On ne peut pas le prendre simultanément avec un antiacide, un pansement gastrique. Ça, il faut jamais le faire. Pourquoi? Parce que l'augmentin, il est absorbé à un pH, à un certain pH. Acide, bien sûr, parce que c'est l'estomac. Mais si vous utilisez plutôt un antiacide, il va pas être vraiment absorbé. Parce que le pH, il va augmenter, c'est-à-dire il va devenir plus alcalin. Donc, vous voyez. Donc voilà, il y a plein de comme ça d'interactions. Il y a plein de cas où le médecin, d'interactions médicamenteuses. Même le médecin, il ne peut pas faire tout ce travail. Bien sûr, c'est pas par hasard qu'il y a une spécialité pharmacie, tout à fait. Il faut pas. C'est déjà beaucoup ce qu'ils font, donc c'est normal de travailler en synergie. Je vais ouvrir un petit guillemet. Je ne sais pas pourquoi l'Algérien, il veut être polyvalent. Tu vas trouver un citoyen algérien qui veut être plombier, qui veut être soudeur, qui veut être... Non, laissez les gens faire leur travail. Chacun se spécialise dans un domaine. J'assume ma responsabilité. Tout à fait. L'État algérien ne m'a pas agréé juste comme ça. Et elle a déboursé, c'est une formation, je vous ai dit, une formation lourde. Donc, je dois par conséquent prendre mes responsabilités et c'est vraiment un honneur oui, merci, parce que je suis un fan de Radio M. Il faut le noter, surtout Qadi Ihsan. Je lui passe le bonjour, il me connaît pas, mais bon. Ça lui fera plaisir, je pense. Vous voyez, donc le pharmacien, il faut pas lui amputer son rôle. Rôle. Tout à fait. Les gens, ils voient d'une manière, je sais pas pourquoi. Vous savez, en fait, récemment, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, il y a des annonces qui proposent des formations pour être assistant pharmacien. Et là, je me suis posé la question. Donc, finalement, dans les officines, est-ce que c'est les pharmaciens qui sont derrière le comptoir, ou est-ce que c'est des assistants, est-ce que c'est des délégués? Ça, j'aimerais bien savoir. D'accord. Vous avez évoqué un vrai sujet. Les formations, c'est formation. Et je vais prendre mes responsabilités. Je vais m'exprimer à mon nom personnel, plutôt, je ne vais pas engager le syndicat, mon nom personnel, Parquet Khalil. Ces formations sont fantoches. Ah oui, d'accord. N'allons pas par quatre chemins. C'est de l'arnaque officielle ou institutionnalisée, ou je ne sais pas, c'est de l'arnaque. Comment ça se fait que tu formes un vendeur en pharmacie en 15 jours et tu lui demandes 25 000, 30 000? C'est pas agréé déjà. D'accord. Oui, parce que il faut être un tout petit peu méticuleux. Le diplôme, le soi-disant, entre guillemets, le soi-disant diplôme qu'on délivre, il a... Des fois, c'est une école de langue, des fois, c'est une, je sais pas, école paramédicale pas vraiment agréée. Pour moi, et je vous dis encore une fois, à mon nom personnel, c'est une arnaque. D'accord. Vous y croyez pas trop? Non. C'est pas ne pas croire.
c'est rationnel. On ne peut pas former quelqu'un qui peut... Vous avez entendu le discours. Oui, c'est tout un... C'est un métier, c'est 7 ans d'études, c'est ça? Oui, 6 ans. 6 ans d'études, oui. Nous, on forme les vendeurs. On les chapeaute au niveau de l'officine. Parce que, en fin de compte, qui est responsable vraiment? Même si le vendeur peut commettre plutôt une erreur, c'est la responsabilité du pharmacien. D'où ce pharmacien assistant. Parce que le pharmacien assistant, je crois, dans la nouvelle loi, il va se partager la responsabilité. Mais le vendeur, c'est un assistant. C'est un assistant dont tu lui présentes ton expérience, mais format résumé. Donc, il ne va pas provoquer des erreurs. Il peut même conseiller avec l'expérience. Il peut, parce que à force de côtoyer le pharmacien, à force de travailler avec les patients, il peut acquérir une certaine expérience. D'accord. Il ne peut pas rentrer dans le détail. Bien sûr. Mais il peut quand même conseiller parce qu'il a pris de l'expérience du pharmacien. Donc, il ne faut pas vraiment dénigrer. Dans la plupart du temps, ce sont des braves gens qui veulent gagner leur croûte. Et après, c'est un métier. On essaie, je ne vais pas vous dire, c'est des foyers ouverts quand même. Vous avez 12 000 pharmacies au niveau national. Oui. 12 000 pharmacies, le minimum, c'est deux assistants. Allez, je vais dire assistants. C'est 24 000 foyers. Si on commence à chaque fois à les dénigrer, et on veut les substituer avec je ne sais pas quoi, c'est mettre à la porte, vous voyez. Tout à fait, les spécialistes. Personnellement, sincèrement, moi j'étais persuadée qu'il y avait c'était les pharmaciens qui vendaient. Oui, il peut y avoir des pharmaciens. Un pharmacien. Non, c'est-à-dire pour moi, c'était que des pharmaciens. C'est j'ai découvert, il y a des assistants pharmaciens. Je me dis, ah bon, c'est quand je lui pose la question, c'est pas sûr qu'il me... C'est pas que c'est pas sûr qu'il me donne la bonne... Vous avez le droit d'être sceptique. C'est-à-dire maintenant, je me dis, bon, il faut faire attention, il faudra que je connaisse la pharmacie, est-ce que c'est vraiment un pharmacien, voilà. Oui, mais vous savez... Oui, ça, on peut pas, finalement, on peut pas le savoir. C'est une conjoncture, c'est comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Pardon, je vais faire une pause. Je vais profiter là, 10 minutes. Maintenant, vous en parlez vous parlez avec la loi? Je vais parler du syndicat. Et voilà, vous parlez ce que vous voulez, 10 minutes. C'est juste 10 minutes. Voilà. Je vais parler du syndicat. D'accord, très bien. Je dois prendre votre mission. Nous sommes un syndicat, disons, jeune, parce qu'on a eu l'agrément, on ne peut pas dire avoir l'agrément, la liberté syndicale s'exerce, mais l'enregistrement. On a été enregistré juillet dernier. Donc on trouve un peu de difficulté de reconnaissance. D'accord, ok. Très bien. Ils ne veulent pas. Oui. Mais légalement, ils sont soumis à la loi. La 90-14, c'est clair. D'accord. L'article 7, je vais le citer. Voilà. Je vais citer un cas. Je vais citer aussi un cas Skida. D'accord, ok. Je vais aussi peut-être 10 minutes. 10 minutes. C'est pour ça que j'ai préféré vous arrêter. Comme ça, on aura directement le Moufid. D'accord. Voilà. Je vais essayer de faire le max. Maintenant, je vais vous poser la question. Sur le syndicat. Maintenant, voilà. Sur le syndicat. Très bien. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur le syndicat national des pharmaciens algériens agréés? 3, 2, 1. Donc finalement, maintenant, la prudence est de mise. Voilà, on lance un appel même aux auditeurs téléspectateurs. Finalement, dans les officines, c'est pas qu'il faut faire attention, mais il faut savoir que c'est pas forcément un pharmacien qui est derrière. Pas tout le temps en tout cas. Oui, pas tout le temps. Voilà, il y a des pharmacies où il y a des pharmaciens. Parce donc que c'est bon beaucoup trop tentaculaire. Il y a la banque, il y a les impôts, il doit être présent tout et nulle part. Ah d'accord. C'est un problème. Okay. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus comme vous êtes membre fondateur du syndicat national des pharmaciens algériens agréés, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, ce syndicat, c'est un nouveau-né sur la scène syndicale. Et c'est le deuxième concernant cette catégorie des pharmaciens. Il a été créé, le congrès constituant, il a été fait à Bourges le 27 mars.
Ensuite, on a été enregistré 27 mars 2019. Ensuite, on a été enregistré le 27 juillet 2019 encore. Conformément à la loi 90-14 qui parle des modalités de l'exercice syndical. Donc maintenant, nous sommes un syndicat présent sur la scène. On essaie de faire de notre mieux. On essaie de défendre le pharmacien. On essaie de le représenter. On fait des événements. Je crois que février, c'était le début de février, fin janvier, début de février, c'était vraiment chargé pour nous. Parce qu'on a fait des assemblées générales, on a expliqué le décret exécutif 19.379, celui des psychotropes. Ici, je crois toujours à Belabès, à Skikda, à Alborj, à Msila. C'est-à-dire, on est en train de s'activer, d'essayer de propager un peu l'éveil chez les pharmaciens parce que ils sont un tout petit peu dépassés. C'est de quoi ? Il leur faut quelqu'un qui les représente quand même. Mais on trouve des difficultés. Pourtant, la loi, elle est claire. La 90-14, l'article 16, la loi 90-14, l'article 16, elle parle du syndicat lors de sa constitution, sa création. Enregistrement, donc il peut représenter le pharmacien auprès des administrations. Et là, je parle en l'occurrence de la direction de la santé. D'accord. Vous savez, maintenant, ça fait plus de 15 jours, j'envoie des courriers à monsieur le DSP de Belabès, mais il ne me répond pas. Oui, il y a une lourdeur administrative. Je sais pas, je le prends pour un mépris. La loi, elle m'a autorisé d'activer syndicalement. Mais pourquoi vous migrez ? Oui, tout à fait. Moi, je le prends comme ça. Je sais pas, peut-être les gens me trouvent un tout petit peu sensible, peut-être à cette... Oui, mais vous êtes tellement engagé dans ça. Je suis syndicaliste. Voilà, c'est ça, vous mettez vos tripes. Donc, je dois exercer ma liberté syndicale et je dois être présent à la direction de la santé, à la direction de la CNAS, à la direction de la CASSANS, parce que les enjeux sont majeurs. Et le pharmacien adhérent, parce que j'ai des pharmaciens adhérents, il y a des pharmaciens adhérents au SNPA partout sur le territoire algérien. Pourquoi cette stigmatisation ? Pourquoi ? On souffre. À Skikda aussi, les gens souffrent. À Alger, à Msila, à Alborj, à Sétif. Je sais pas, ils ne veulent pas accepter le fait que l'État algérien, sous l'égide de l'État algérien, il y a des gens qui veulent exercer leur liberté syndicale à notre façon. Et notre seul juge, je dis celui qui peut nous juger, c'est le pharmacien adhérent. C'est lui qui... D'ailleurs, on est tenu par un bilan moral et un bilan financier chaque fin de mandat. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment j'ai dépensé votre argent ? Vous savez. Mais je ne sais pas pourquoi les administrations locales et aussi centrales, et là je vais profiter, je lance un appel à monsieur le ministre du Travail, monsieur Acher, et le ministre de la Santé, qui lève un peu l'embargo, cet embargo local. J'arrive pas. Je suis le président d'un bureau de wilaya, j'arrive pas à tenir une réunion de travail avec le DSP. La dernière fois, j'ai parlé avec le directeur de l'agence de la CNAS. Il m'a dit, j'attends des directives du national, de Alger. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que l'adhérent qui m'a fait confiance, est-ce que je le laisse tomber ? Tout à fait, c'est ça. Je peux pas. Je suis tenu par un contrat moral. Je dois le défendre, je dois parler. Oui, c'est ça. Mais, vous savez, je crois que les choses ont vraiment changé quand même. C'est en train de... Et cette naissance aussi, elle a un sens. Oui, bien sûr. Timing, bien sûr, on espère. C'était en juillet, les gens se sont regroupés, c'est des gens militants. C'est des gens... c'est pas pour les... je sais pas... Mais c'est des gens vraiment qui méritent le respect. Oui. Et j'espère prochainement qu'ils seront présents sur Radio M. C'est une radio, pour moi, elle est très chère. La NN, c'est gentil. Depuis... Enfin. Oui, c'est-à-dire justement, c'est un espace où vous pouvez... Un espace de liberté. Un espace de liberté où vous pouvez parler franchement. Vous pouvez en être fier. Là, vous pouvez en être fier, oui. On a
tout le monde, voilà, parce que c'est ça, les médias sont là pour un petit peu libérer entre guillemets la parole, pour montrer ce qui va pas, pour améliorer les choses, pas pour que critiquer, pas forcément pour dire que les choses pourquoi ça marche pas. Et quand il y a des choses positives aussi, on les dit. Donc c'est pour ça que. Je crois que même cet entretien, c'est vraiment, je crois, c'est enrichissant. C'est très très, bien sûr, c'est très. Moi, personnellement, il y a beaucoup de. Comme un poisson dans l'eau. C'est très bien. Je me sens parfaitement à l'aise. C'est très bien. Justement, même nous, ça nous permet, voilà, de vous ouvrir un canal. Et même, voilà, il y a beaucoup de choses. Déjà, d'un point de vue scientifique, si on peut dire ça, les interactions, voilà, médical plutôt. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure. Pour en finir, pour clôturer. Non, pour finir, pas pour en finir. Pour finir, c'est juste qu'on est un petit peu limité dans le temps. Pour les aliments, parce que c'est grand public, un vrai sujet grand public. Le jus de pamplemousse. D'accord. C'est banal pour vous. Oui. Mais c'est très dangereux. C'est un inhibiteur de métabolisme. Oh. Je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. On a parlé de tout ce qui est phytothérapie. Voilà. Et il y a le jus de pamplemousse. Et il y a aussi, je crois, un agrume apparenté qui s'appelle, c'est asiatique, yuzu, je sais pas. Ah oui, le yuzu, oui. Vous connaissez. C'est très dangereux. Très dangereux. Il agit comme un médicament sur le foie. C'est un inhibiteur de métabolisme, donc il va augmenter, ça y est, vous captez un tout petit peu, il va augmenter la concentration de la molécule active, donc toxicité. Toxicité à garantie. Vous voyez. Même, enfin, peut-être le deuxième fruit, il n'est pas disponible en Algérie, mais le pamplemousse, c'est fou ça quand même. Hein. Et là, je dois avertir les parents, parce que surtout les parents. Mon fils ne veut pas prendre tel médicament parce que son goût est amer. Voilà, oui, c'est ça. Alors je vais lui ajouter dans le jus. Dans le jus. Oui, alors ça c'est terrible. Risqué. Oui, c'est très risqué. Il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Oui. Et donc pardon. Il y a aussi un autre cas. Oui. Parce que j'ai oublié, ça m'est sorti de la tête. Les gens qui ont la thyroïde, le problème de thyroïde. Ils prennent le Levothyrox. Oui. D'ailleurs, il est un peu en rupture. Non, pas controversé, en rupture. Non, pas controversé. Hein. Bon, il y a des... Enfin, après, c'est prouvé, quand même. C'est notre sujet. Mais la Levothyrox, il est produit laitier, riche en calcium et en vitamine D3. Ça va former un complexe insoluble. Je vous ai parlé tout à l'heure des complexes insolubles. Donc il va même pas être absorbé, il va même pas arriver aux intestins dès le départ. Il y a aussi un autre cas significatif, les anticoagulants. Oui. Celui qui est sous anticoagulant, c'est-à-dire qu'il a un risque de thrombose, un cailloux. Bien sûr. Un cailloux. Ben, il peut pas prendre les légumes à feuilles vertes. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Donc, mais toutes ces informations, on peut les trouver finalement c'est les pharmaciens qui nous renseignent. Mais là, je vais, on va prendre ajouter un tout petit peu de temps. Je sais que vous êtes limité, mais je dois souligner l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, elle a été citée dans la nouvelle loi sanitaire, la nouvelle loi de santé. En France, son équivalent, c'est le BPM, c'est le bilan partagé médical. C'est des séances payantes. Enfin, en France, c'est rémunéré. Oui. Je crois en Algérie aussi, on va y arriver. On va y arriver. Le pharmacien, tout le monde contexte sa présence. Et va être présent pour son patient. Il va lui faire presque des cours. Il va lui parler, il le connaît. Vous savez, le pharmacien, la différence avec les autres praticiens, c'est que il connaît son patient. Il peut même lier des liens, nouer plutôt des liens d'amitié avec son patient. Bien sûr, tout à fait. Il passe à côté de lui chaque jour. Vous savez, comme par exemple, je sais que désolé, on n'a pas beaucoup de temps. Vraiment... Oui, mais de toute façon, on aura l'occasion de vous réinviter et en parler à nouveau. Parce que sincèrement, le jus de pamplemousse, je suis un peu la feuille verte, juste pamplemousse, je suis un petit peu scotché par rapport à ça. Donc je pense qu'on en fera une émission à part entière, comme ça on sera à l'aise pour en parler. Pas de problème. Merci beaucoup en tout cas d'être venu avec Saha. Merci pour l'invitation. Là, c'est le mec avec grand plaisir. Merci d'offrir une tribune
aux jeunes. Avec plaisir, avec grand plaisir. Là, Yannick. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de vous être déplacé également. Merci. Donc, retrouvez nos émissions sur le site radio-m.info, sur YouTube, SoundCloud, Google Podcast et Apple Podcast, et sur Facebook, Twitter et Instagram. Et à la semaine prochaine.